disais que tu étais homosexuel, mais toi, tu l'avais dit en classe. J'aimerais ça que tu nous en parles de cette histoire, de cette tranche de vie-là, plutôt, de comment ça s'est passé. Ah, mon doux Seigneur. C'est, c'est probablement l'un des moments les plus importants de ma vie. Oui. Et en fait de jeu, je veux saluer, mais surtout dire merci à mon enseignante Justine à cette époque, qui était mon enseignante de français. Je vous remets un peu en contexte. Je viens de Napierville, donc sur la rive sud de Montréal, petit village de la campagne qui est pas si loin, mais quand même, quand j'étais à Napierville, j'avais l'impression d'être à des années-lumière de Montréal, village de campagne. Donc, j'ai grandi là-bas dans une école secondaire où les gens se ressemblent principalement, ou du moins, on essaie de nous faire ressembler aux autres. Et moi, tout mon primaire et secondaire, j'ai toujours senti que les autres étaient dans leur relation amoureuse, ben, j'étais pas pareil. J'étais entouré de femmes, je les trouvais magnifiques. Les filles, c'était mes meilleures amies. Mais moi, c'est les gars qui me tentaient, qui me plaisaient, qui me donnaient des chaleurs, même à ado, même enfant, voir des hommes. Ricky Martin, quand j'ai découvert cet homme-là, quand j'étais chez ma grand-mère, je pense que je m'en suis encore jamais remis. Et c'est très clair pour moi, mes réactions que j'avais avec les hommes. Mais par contre, je n'avais aucune définition saine de ce qu'était l'homosexualité. Dans mon entourage, on n'en parlait pas. J'en voyais que trop peu à la télé ou dans les films. Et quand on en voyait, c'était toujours des clichés dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Et les seules fois qu'on me parlait d'homosexualité, c'est quand on m'insultait. On m'a traité de tous les noms pas possibles, tous les insultes que vous connaissez, que j'ai pas envie de répéter parce que je veux pas donner plus de lumière à ces mots qui Non, devraient il pas faut absolument pas. Mais je suis désolé que tu as vécu cela. Il faut être. absolument être empathique, puis je le suis parce que je connais aussi des gens qui l'ont vécu. On a eu Jasmer Roy qui en a parlé, qui de la fondation Jasmer Roy, Sophie Desmarais. Donc je te laisse. Vas-y. Merci. L'empathie, pour moi, c'est la chose qu'on devrait cultiver le plus. Tu parlais Oui, tantôt de fleurs. Je pense que l'empathie est le meilleur et la meilleure engrais pour que les fleurs puissent fleurir. oui, Mais donc, voilà. Mais ça a été ça tout mon primaire et mon secondaire. Beaucoup d'intimidation sous toutes ces formes pas possibles, assez soutenues. Et donc, j'ai commencé à essayer de fitter dans le moule, d'avoir des copines pour essayer d'éteindre certains feux. Donc, j'ai tout essayé mon apparence. J'essayais si je faisais trop de danse, on m'associait à gay, donc j'ai commencé à en faire moins. Chanter hmm, tout ce que je pouvais me dissocier à ce qu'on associait à être gay, puis c'était pas super positif, ben, j'ai commencé à me faner d'une certaine façon. Et d'arriver ce secondaire 5 là, vers la fin, je vais m'en rappeler toute ma vie, notre enseignante nous dit qu'on doit lire un livre de notre choix et en faire un exposé oral, ce qui est très commun et très normal comme travail de fin de secondaire 5. Mais à la fin de cette classe-là où elle nous présente le projet, Justine me garde avec elle, puis elle me dit, Raphaël, je voudrais te recommander un livre. Là, je dis, ben voyons, tu sais, on est ado, là. Remettez-vous quand vous êtes ado, là, un adulte qui me dit quoi faire, voyons, les autres peuvent lire ce qu'ils veulent, moi, nanana. Et oui. j'étais un peu très confrontant avec cette enseignante-là. Puis aujourd'hui, je pense que je me l'explique un peu mieux parce que c'est quelqu'un qui me voyait peut-être pour tout ce que j'étais vraiment. Elle m'a recommandé un livre extraordinaire de Michel Tremblay, La nuit des princes charmants. Et ça résume en quelques mots l'histoire d'un jeune homme qui sort dans les bars à Montréal, découvre un peu son homosexualité en tombant en amour avec un musicien plus âgé que lui. Donc, c'est toute cette histoire-là. Et là, je lis ce livre-là et je me dis, ben, c'est moi. On dirait que ce livre-là, c'est moi. Et je ne connais pas Michel Tremblay, je ne connaissais pas du tout à qui c'était à l'époque, mais je me dis, ben voyons, il y a quelqu'un quelque part qui a écrit mon histoire, puis elle est belle. Il y a des beaux mots, je me reconnais, c'est sain, l'amour, je veux vivre ça, je suis en train de vivre ça. Donc pour moi, c'était quasiment un guide, un Larousse de qui j'étais. Et je l'ai lu plusieurs fois avant mon exposé oral. Et quand est arrivé l'exposé oral, je raconte le livre à ma classe. Et là, je vois les regards des gens de pourquoi il me parle d'un gay, puis tout est bizarre. Et j'ai eu un coup de chaleur à la fin de cet exposé-là. Et j'avais pas prévu ça, mais j'ai fermé le livre et j'ai dit, gang, moi aussi je suis gay, puis je veux plus jamais qu'on m'écœure avec ça. Hmm. Et ça, et ça a tout changé. Oh, J'ai mon Seigneur. masque qui a tombé, que je n'ai jamais retrouvé, et tant mieux, il est perdu quelque part, il est brisé, ce masque qui ne m'appartenait pas. Et il y a eu quelque chose aussi qui a changé dans le ton dans mon environnement, mais du fait d'être bien ou de commencer à être mieux avec moi, ça a tout changé. Et c'est grâce à ce livre-là, c'est grâce à cette prof qui a eu beaucoup de courage, parce qu'elle aurait pu pas se tromper, mais
sais, prendre quand même, ça aurait pu me faire peut-être mal plus qu'autre chose. Moi, ça m'a libéré. Et ça a été le jour 1 de mon parcours de vie où j'ai commencé à embrasser tout ce que j'étais et tout ce que je suis encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, comme tu dis, le masque est tombé. Ça Oui, veut dire qu'il y a eu un dévoilement. En fin de compte, tu étais sur ton vrai jour, en fin de compte. Ça veut dire ouverture de soi qu'on appelle en psychologie sociale. Ouverture de soi, tu t'es révélé, tu as fait de l'affirmation de soi. En fin de compte, le coming out, la sortie du placard, l'affirmation de soi, tu parles avec le je suis homosexuel, je ne veux plus. En fin de compte, tu as dit c'est quoi tes désirs aussi. Donc, tu avais fait une belle affirmation de soi. Donc, ça devait être libérateur, ce que tu avais fait cette journée-là en classe. j'ai 10 tonnes de pierres qui me sont tombées des épaules. Ah, c'est ça. Et je repense à ce moment-là et j'ai le même. Ça me rend quasiment émotif, mais j'ai le même ressenti quand je repense à ce moment-là, à ce poids qui tombe. Puis je suis pas devenu expert de moi-même et Mm. expert de l'homosexualité, mais il y a quelque chose qui commençait à se connecter, de se réapproprier son narratif aussi, parce que là, c'est plus les autres qui me collent la mauvaise étiquette. Je vais décider de comment je vais me présenter, de la façon que je veux le faire et de façon positive. J'avais envie tu sais, de me dire, je sais que je suis gay, arrêtez de me le dire, mais je vais le dire comment j'ai envie de le dire. Et pour moi, c'est beau, c'est sain, c'est pas malsain ou péjoratif comme les gens le présentent. Et donc, ça a été libérateur. C'est littéralement le mot. Il y a un avant et après ce moment-là, 17 ans, ça a tout changé pour moi. Oui, parce que ce sont des points tournants. C'est comme c'est comme on dit dans la croisée, on est à la croisée des chemins. Donc, tu étais à la croisée des chemins, c'était le bon moment pour toi. Donc, Michel Tremblay, en fin de compte, j'ai des croisés dans un des salons du livre. J'ai parlé une minute, il est vraiment gentil en passant. Est-ce que tu as pu lui parler de vive voix à un moment donné? Tu l'as-tu rencontré? Je l'ai croisé, je crois, une fois, mais on s'était pas parlé directement. OK. Mais moi, je suis très instinctif dans la vie. Oui. Tout. Puis là, je sais pas si les gens si les gens ne voient pas, là, mais ils vont comprendre là, tout du cœur, de la tête, il y a quelque chose qui se passe. Et je sais qu'à un moment donné, je vais avoir l'occasion de lui dire. Oui. Je sais pas comment, mais il y a quelque chose qui me dit qu'un jour, puis je fais confiance à la vie. Au bon moment, je vais être prêt à le faire. Peut-être Oui. que je ne le fais pas avant, mais je le remercie du fond de mon cœur très souvent, cet homme-là, puis c'est peut-être pas l'impact qu'il a eu. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, les orientations sexuelles et les identités de genre, comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est biopsychosocial. Et comme Michel Doré, c'est celui qui a validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Les orientations sexuelles et les identités de genre, en fin de compte, il faut que ça vibre au niveau du corps et ou de la tête. Hein? Mhm. Donc, et là, je l'explique pour les 13 pages, dans les 13 pages, qu'il y a le construit biopsychosocial parce que le complexe d'Oedipe est un complexe d'Oedipe inversé pour les psychodynamiciens par rapport au- à l'homme là, qui sera homosexuel ou à la fille qui sera lesbienne. Donc, tu es un militant. Tu donnes des conférences. Ça, c'est nouveau, je crois, c'est ça? Tu as commencé à donner des conférences depuis quand? Ça fait depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, Ah, génial! c'est quand même assez récent. Je l'ai toujours un peu fait, mais depuis 2 ans avec Ensemble, on m'interpelle à différents niveaux comme gestionnaire, parce que je suis quand même DG d'un organisme où il y a plus de 20 employés. On est un organisme qui existe depuis près de 30 ans. On est pan-canadien. On est un grand joueur au niveau de la lutte de l'intimidation. Donc, je suis à la base gestionnaire. Donc, on m'interpelle sur le leadership, l'anxiété, toutes ces grandes questions qui peuvent être liées au fait de gérer des gens et aussi comme militant, comme personne qui se prononce sur l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, sur les enjeux LGBTQ+. Donc, j'ai ces privilèges-là parce que c'est des privilèges d'avoir des plateformes comme conférencier, comme panéliste, comme intervieweur, comme invité aujourd'hui. Et Oui. depuis le temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on m'interpelle beaucoup, puis je savoure ça à chaque fois à fond. Et tu es aussi, j'ai oublié aussi au début de l'émission de dire que tu es chroniqueur de radio à CIBL 101,5 FM. Oui, à CBL ou FM 103, je suis aussi avec les connecteurs, je suis un peu Oui. partout à différents endroits. J'aime ça parce que ça permet aussi d'aller chez tout le monde, puis d'avoir des tons différents, d'avoir des angles différents.
Mais oui, disons que mon titre est assez long sur LinkedIn. Oui, donc parlons de l'organisme sans but lucratif, là, l'ensemble pour la diversité, l'ensemble pour le respect de la diversité, l'ensemble pour le respect de la diversité. C'est qui a fondé ça? C'est toi? Ah non, j'aurais aimé ça, mais C'est j'étais. qui? C'est à l'époque, je vous ramène avec moi, il y a maintenant de ça, il y a 27 ans, à l'époque où la question des droits de la personne, de l'humain était au cœur Oui, de la politique en 96. Et il y a un groupe de personnes juives à Montréal qui ont se sont dit que l'éducation était peut-être une clé à la lutte contre l'antisémitisme. Donc, oui, ils ont créé la Fondation de la tolérance à oui. l'époque. Et c'était le but de lutter contre l'antisémitisme, donc le racisme envers les personnes juives, de la La discrimination. discrimination puis la violence envers les personnes juives, oui. Exactement. Donc, on est né comme ça, mais avec le temps, ben, on a évolué, on a développé aussi nos axes d'intervention. Et il y a une quinzaine d'années, il y a des gens autour d'une table qui se sont dit, la tolérance, là, c'est pas vraiment ce qu'on se souhaite. On veut pas juste être toléré, on veut vivre ensemble. Mm. Donc, on est devenus ensemble pour le respect de la diversité. Je le sais qu'on a le nom le plus long au monde, mais en même temps, ça dit tout ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait depuis autant de temps. On va dans toutes les écoles primaires, secondaires du Québec et même au Nouveau-Brunswick, en Écosse, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, et on donne des ateliers de sensibilisation à toutes les formes de discrimination. Le racisme, le sexisme, la cyberintimidation, l'homophobie, la transphobie, le racisme sous tous ses angles. Ben moi, j'ai une équipe d'une vingtaine d'employés qui donne des ateliers éducatifs, participatifs, pour qu'un jeune puisse reconnaître une discrimination s'il a subi ou s'il a fait subir. Et on n'est pas dans un ton accusateur ou quoi que ce soit, mais on est là pour faire éveiller les consciences, qu'on a tous un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on fait maintenant depuis 27 ans. Chaque année, c'est 36 000 jeunes qu'on rencontre à travers nos ateliers. C'est extraordinaire la portée qu'on a et l'intimidation est au cœur de notre lutte sous toutes ses formes. Et je suis à la tête de ça depuis maintenant 2 ans. Donc, j'aurais rêvé de pouvoir créer un organisme comme ça, mais je ne me lancerai pas ces fleurs-là. Il y a des gens qui ont eu la merveilleuse idée avant moi, mais maintenant, c'est à mon tour de m'assurer que ça brille le plus possible. Bien sûr. On dit qu'on est dans une société qui est acceptante ou tolérante. Moi, je pense c'est de la tolérance, ce n'est pas de l'acceptation à 100%. Je ne l'ai pas vu, c'est pas ça ce que j'ai entendu avec les témoignages des individus. Il y a un professeur de psychologie au Cégep Marie-Victorin, Patrick Doucet, qui a écrit le livre Comment l'orientation sexuelle peut rendre plus intelligent. Puis il donne en fin de compte les anecdotes des anecdotes. C'est pas des anecdotes, c'est des histoires de vie. Parce qu'anecdote, c'est pour faire rire, là. C'est des histoires de vie. C'est les témoignages de ces anciennes étudiantes et anciens étudiants, comme la mère